Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le débat sur Télé Sahel, le débat de ce soir qui est consacré à la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, dont Niamey est devenue la capitale au cours de ce mois de juin. Justement, du 5 au 12 juin, Niamey a abrité la réunion des négociateurs, suivie de la réunion des hauts fonctionnaires et bientôt, le 14, ce sera le tour des ministres du commerce des pays de l'Union africaine. Pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau 5 invités, à savoir d'abord le représentant de l'Union africaine, M. Prudence Sebaïzi. Bonsoir. Oui, bonsoir. À côté de lui, le représentant de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est une instance de l'ONU, n'est-ce pas, représenté par M. Guillaume Geroux. Bonsoir. Bonsoir. À côté de moi, M. Amadou Karijo, qui est le représentant du ministère du Commerce. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du secteur privé, c'est-à-dire la Chambre de commerce qui est représentée par son secrétaire général adjoint, M. Daouda Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, M. Maman Nouri, représentant du consommateur, donc de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, mesdames, messieurs, le dispositif qui est en place et nous allons commencer tout d'abord à parler de la ZLEC elle-même, la zone de libre-échange continental. Qu'est-ce que c'est, M. Sebaïzi? Merci, M. Moussa. Avant de commencer à parler de la zone de libre-échange continental, je voudrais d'abord, au nom du commissaire ambassadeur Albert Muchanga, commissaire du trade, du commerce et industrie de l'Union africaine, remercier le peuple nigérien ainsi que le président, les ministres de l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été accordée depuis que nous sommes arrivés la semaine passée. Nous sommes ici pour une durée de 2 semaines pour conduire les négociations sur la zone de libre-échange continentale. Pour cette raison, je devrais mettre en évidence quelques explications concernant ce que c'est la zone de libre-échange continentale, comme vous l'avez demandé. Un peu de mots quand on parle de la zone de libre-échange continentale. Donc nous attendons une zone géographique là où les biens et les services peuvent circuler librement. Donc les biens et les services circulent librement, c'est-à-dire donc il n'y a pas de tarifs, de mesures tarifaires sur les biens qui traversent les frontières. Et aussi, il n'y a pas de restrictions sur les services qui sont offerts à travers les pays, à travers les pays qui constituent le continent africain. En Afrique, nous avons 55 pays qui sont membres de l'Union africaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va assurer que les biens traversent tous ces 55 pays sans restriction aucune. Tous les services vont circuler librement, ainsi que le peuple, les personnes. Donc, un peu de mots, c'est ça que nous attendons de la zone de libre-échange continentale. Ok. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, M. Geroux, par rapport à la définition même de la ZLEC et aux attentes des populations africaines? Alors, tout d'abord, je voudrais simplement vous remercier d'accueillir la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et de nous faire participer à ce débat. Simplement pour peut-être affiner un petit peu l'excellente définition que M. Sebaïzi nous a donnée. La zone de libre-échange vise à créer une zone de libre circulation des biens et des services, et peut-être à terme des personnes. Et l'objectif est de créer un marché unique qui regrouperait les 55 économies qui sont aujourd'hui petites et fragmentées au sein du continent en un seul marché qui comprendrait plus d'1 milliard de consommateurs, dont plus de 300 millions qui appartiennent aujourd'hui déjà à la classe moyenne. Je voudrais simplement préciser à cet égard qu'aujourd'hui, parmi les 55 économies dont on parle, il y en a plus de 10 qui ne représentent un potentiel que de 2 millions de consommateurs, et seulement 2 qui en représentent plus de 100. Ok. C'est un peu déséquilibré. Alors, la cause est noble pour la constitution de cette ZLEC, mais ce sont des défis énormes, M. Karijo. J'ai dit que vous représentez le ministère du Commerce, mais j'ai omis d'ajouter que vous êtes négociateur en chef pour le Niger. Quels sont les défis liés à la mise en place de cette zone de libre-échange? Merci une fois de plus, M. Moussa Yaya.
Merci à Télé Sahel de nous accueillir dans ce lieu. Et merci à Télé Sahel une fois de plus de nous donner l'opportunité de parler d'un dossier qui est pour le Niger très important. C'est parce que c'est un dossier qui a été confié à son Excellence Mahamadou Issoufou par ses pairs de l'Union africaine et que le ministère du Commerce à travers son Excellence Saad Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion, suit avec la plus grande attention. Au fond, il faut se rendre compte d'une chose. Nous, en Afrique, la situation que nous traversons en tant qu'Africains et que les bases ont été jetées depuis, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis l'organisation de l'unité africaine. À partir de ça, où est-ce que nous en sommes en termes d'intégration? Et le constat qui ressort, au départ, c'était des questions politiques qu'on gérait. Il est temps de passer aux questions économiques pour chercher le bien-être des populations africaines. Le défi qui à tous nos dirigeants, c'est la recherche du bien-être des peuples africains. C'est une intégration des peuples que nous recherchons. Et si nous nous référons au traité d'Abuja, le traité d'Abuja dit qu'à terme, il faut créer une communauté économique africaine, véritable, un marché unique. Mais il y a des étapes qu'il faut suivre. Les étapes, l'une des premières étapes, c'est la création de cette zone de libre-échange continentale qui facilitera la circulation des biens et des services dans l'espace l'espace africain, comme l'a dit mes collègues. Mais il faut dire que en la créant, chacun gardera sa politique commerciale extérieure vis-à-vis des autres partenaires. Donc ça ne porte pas préjudice à la politique commerciale extérieure vis-à-vis des autres partenaires. Ça ne concerne que entre nous Africains, ce que nous pouvons faire en termes de sacrifice, parce qu'il y a lieu quand même d'abattre les frontières. Je parle du point de vue économique et commercial, il faut abattre. Et ça sous-entend faire perdre aux États certains gains aussi. Oui, au fond, ça a des enjeux en termes de perte de recettes fiscales. Il y a aussi des industries qui peuvent être menacées. Il y a aussi les conséquences sociales que ça peut engendrer, parce que lorsque vous parlez des industries qui sont menacées, vous pouvez vous retrouver avec des industries qui ferment, et donc les chômages que ça peut avoir. Mais dans tous les cas, un accord de ce genre, on l'aborde doublement. Il y a l'accord qu'on négocie, mais parallèlement, il faut prévoir des mesures d'accompagnement pour quand même atténuer les effets néfastes par rapport à la question. Ok, on va y revenir quand on abordera la question des négociations, mais en termes d'attente au niveau du secteur privé, qu'est-ce que les opérateurs économiques nigériens attendent de cette zone de libre-échange continentale? D'accord, merci M. Moussa. Avant de parler des attentes, j'allais plutôt aborder les défis, parce qu'une zone de libre-échange qui, plus que le secteur privé, doit être soucieux de sa bonne mise en place, parce que le secteur privé, comme vous le savez, c'est quand même l'acteur essentiel qui produit des services, qui produit des biens et qui commerce par le biais de ses produits et de ses services. Naturellement, le défi est double pour des pays comme le Niger. À la fois un défi de compétitivité et d'industrialisation. Relativement à la faiblesse de notre économie, c'est sûr que nous ne sommes pas au même diapason que les autres pays. Donc ces défis du moins, sont très clairs. Mais en termes d'attente, ce qu'on puisse cheminer avec les autres, mais en ayant à l'esprit qu'il faut de la flexibilité dans la démarche pour accompagner ces économies faibles et leur permettre aussi de compétir comme les autres économies. Comme il l'a dit, donc vous attendez des mesures d'accompagnement. Tout à fait, parfaitement. On entend des mesures d'accompagnement et de la flexibilité. D'accord. Alors, au-delà du secteur privé, au-delà des commerçants, je veux dire, M. Karijo l'a dit, c'est une intégration des peuples qui est attendue. M. Momanouri, qu'est-ce que concrètement les populations peuvent tirer et quelles sont vos craintes aussi liées à cette zone de libre-échange? Merci beaucoup. Vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement pour avoir organisé ce débat si intéressant au moment où il y a des discussions, en tout cas très poussées sur
la zone économique, la zone de libre-échange continentale. Il y en a des profits, et tout comme il y a en tout cas des craintes. Les profits, c'est la circulation des produits de consommation, la diversification de l'offre. De l'offre de services, de l'offre de produits. Ça, c'est un avantage. Et c'est des produits du continent. C'est des produits qu'on peut partager d'un pays à un autre. Sans barrière. Sans frais. Peut-être des produits beaucoup plus accessibles en termes de prix, mais aussi beaucoup plus disponibles, en tout cas en termes de quantité. Ça, c'est un avantage indéniable si toutefois, en tout cas, certaines craintes sont levées, parce que quand on dit zone de libre-échange, on sait pour la plupart de nos États, en tout cas au sud du Sahara, le commerce est relativement traditionnel, pas tellement moderne. Et tant entendu qu'il est relativement traditionnel, c'est qu'il y a le phénomène, le problème de transport qui se pose d'un pays à un autre, en tout cas d'une zone à une autre. Donc ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Et quand on parle de transport, il y a ce qu'on appelle les faux frais. Et déjà, en zone CEDEAO, où l'intégration d'une manière ou autre est avancée, en zone IOMOA particulièrement, les faux frais, jusqu'à présent, ça devient un casse-tête. Et les faux frais, on sait qu'ils ont un impact évident sur le prix de revient des produits de consommation. Alors là, c'est un grand défi. À la zone, en tout cas au continent, c'est un grand défi à l'Union africaine. Quand on revient à la taille du continent. Par rapport à la taille du continent. Un produit qui peut coûter peut-être avec la libéralisation de la circulation des produits de consommation en zone Afrique, peut-être qu'il peut coûter 500 francs, qui est vendu peut-être à 1000 francs, venu à 500 francs, il risque de se revoir peut-être autour, peut-être l'effet escompté de diminution de 500 francs, peut-être ça va revenir à 250, et on sait que les faux frais là, les barrières en tout cas qui sont là d'un point à un autre sont des facteurs très sérieux. En plus, il y a la question de la monnaie. C'est vrai, dans des cas d'espèces, en tout cas de commerce intra-régional, dans le cadre de la libéralisation, de commerce relativement moderne, mais ce qu'il ne faut pas nier, il y a toujours ce commerce traditionnel. Le transfert d'argent d'une banque à une autre, jusqu'à présent, à peine peut-être 60%, en tout cas de la population africaine, en tout cas est dans ce système. Or, on sait que dans le commerce traditionnel, les gens se traînent avec de l'argent. Là, la question de la sensibilisation s'impose, la question de la sécurité s'impose, qui est un grand défi, puisque qui dit circuler de l'argent, dit prendre un risque, surtout d'un pays à un autre, d'une zone à une autre, il y a des grands risques. Ça, c'est un aspect. La question est des papiers d'identité dans la circulation, dans la zone de libre-échange. Est-ce que c'est le passeport? Est-ce que c'est la carte d'identité? Est-ce que maintenant c'est le passeport CEDEAO pas être accepté dans toute la zone, ou c'est un autre passeport, zone Afrique? C'est aussi un autre défi. C'est aussi un autre défi. Donc il y a beaucoup vraiment de défis qu'on constate pour que cette zone libre-échange profite réellement et aux commerçants et aux consommateurs, et que vraiment ça soit vraiment une zone de libre-échange, une zone économique, et qui va en tout cas inciter le développement de l'Afrique. Ok. Alors, M. Sebaizi, tel que vous l'avez défini, tel que voulu par les chefs d'État, c'est en tout cas une entreprise qui est noble pour le continent, mais vous l'avez suivi, beaucoup de craintes, beaucoup d'attentes, beaucoup de mesures d'accompagnement sont attendues. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'Union africaine et de ses partenaires? Merci beaucoup encore une fois. Avoir écouté à mes collègues du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, je suis sûrement convaincu qu'il y a les bénéfices escomptés pour tout le monde. Bien sûr, il y a aussi les défis. Je peux commencer par les défis du gouvernement. Oui. Donc, le plus grand défi pour le gouvernement, c'est la perte des recettes. Donc, une fois qu'on élimine les mesures tarifaires sur les produits, donc le gouvernement va souffrir la perte des recettes. Exactement. Mais je pense qu'il y aura des mesures à prendre pour compenser cette perte. Et donc, il revient au gouvernement d'avoir les mesures, mais toujours, on espère qu'avec la perte de recettes et aussi l'augmentation des affaires
qui sont créés par la libéralisation du marché, le gouvernement peut gagner plus qu'il n'a perdu de recettes. Ok. Donc, c'est-à-dire, les affaires vont augmenter, il va gagner plus sur les taxes de consommation, tout ça, qui vont compenser la perte des recettes fiscales. Pour le secteur privé, notre collègue a parlé que, bien sûr, ils vont bénéficier d'un grand marché. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des économies d'échelle, ils vont vendre plus de produits qu'ils n'ont jamais vendus avant. Aussi, le coût de production va baisser parce que la plupart des matières premières qu'ils utilisent pour leur production viennent de l'extérieur. Et avec le coût de transport, avec les tarifs, les mesures tarifaires, le coût de production est très haut, ce qui fait qu'ils ne sont pas compétitifs une fois qu'ils revendent leurs produits. Donc, avec la zone de libre-échange, on espère que le coût de production va aussi baisser. En fait, comme l'a dit le représentant de la société civile, tous les bénéfices qu'on attend d'une zone de libre-échange reviennent aux consommateurs. Il y aura une diversité de produits et il y aura aussi le rabaissement des prix. Donc, c'est-à-dire que le dernier consommateur, de toutes les façons, va bénéficier. Alors, comment est-ce qu'on peut balancer les craintes, les bénéfices, les pertes? Il revient au gouvernement encore de repenser ses politiques nationales, voir comment distribuer les richesses. Donc, le gouvernement, une fois qu'on a sacrifié les recettes fiscales et qu'on a bénéficié beaucoup à l'augmentation des affaires à travers les taxes internes, il doit aussi voir les mesures d'accompagnement qui vont peut-être assister au secteur privé, aux petites entreprises, à ne pas perdre leurs affaires. Il doit aussi se rassurer que la régulation des prix, que les opérateurs économiques ne prennent pas avantage du consommateur, parce que des fois, un opérateur économique qui bénéficie, donc lui, il aura toujours tendance à maximiser son profit. Même si son coût de production a baissé, il peut ne pas baisser les prix. Donc il faut que le gouvernement soit là, soit vigilant, pour voir, voilà, un travail de régulation, pour voir si la diminution du coût de production a un impact positif sur le prix des produits finis que le consommateur va acheter sur le marché. Mais je voudrais aussi dire que ce n'est pas seulement la libéralisation des biens et des services que l'agenda du continent africain. Il y a aussi les mesures d'accompagnement. Il y a les mesures liées à l'amélioration des infrastructures. Donc, pour faciliter cette libre circulation. M. Nouri a soulevé Oui, la question de transport. Oui, la question de transport. Il y a d'autres programmes qui vont faciliter l'amélioration des infrastructures. Il y a des programmes parallèles qui vont assurer la libre circulation des personnes. On parle d'ici une année, l'introduction des passeports africains. Donc, pour dire que tout Africain, tout peuple africain, donc sera en mesure de circuler librement, de traverser les frontières sans contrainte aucune. Donc ceci va nous permettre, même s'il y a nécessité de déplacement, disons que une entreprise quelconque n'a pas réussi à maintenir ses affaires dans un pays parce qu'il n'a pas été compétitif. Il peut se déplacer. Il peut se déplacer. Il peut se déplacer, voir l'endroit où il sera plus compétitif. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les facilités qui vont nous permettre à surmonter et les défis et les craintes que nous avons après la mise en place de la zone de libre-échange. D'accord. Monsieur Giroux, vous avez aussi entendu toutes ces craintes. Il y a aussi besoin de formation, besoin de sensibilisation. À quel niveau la CEA intervient pour que tout soit harmonisé au niveau du continent? Alors, tout d'abord, au niveau des négociations de la zone de libre-échange, la CEA apporte son appui technique, non seulement aux États membres, mais également aux communautés économiques régionales et à l'Union africaine. Toutes les demandes d'assistance technique qui sont soumises à la CEA sont examinées, mais il est important de comprendre que ces demandes ne sont réalisées que suite
à la demande explicite des États membres. Donc la CEA, bien qu'elle apporte de manière ponctuelle des formations spontanées auprès des États membres lors de formations régionales, par exemple, nous en avons organisé une récemment pour les pays francophones africains en matière d'analyse des politiques commerciales. Tout ce qui est aide à la mise en place et au développement de politiques commerciales se fait sur réponse aux demandes des États membres. D'accord. Alors, M. Karijo, vous êtes un négociateur en chef pour le Niger. On vient d'évoquer les gains qui sont escomptés, mais aussi les défis qui se posent. Il y a beaucoup de défis et M. Sebaïzi parlait d'intervention à des moments des gouvernements pour régulariser tout cela. Mais est-ce que c'est ça aussi l'objet des négociations qui se sont tenues ici à Niamey? Je voudrais, avec votre permission, préciser une chose. Les gains, il est attendu de gains, au fond, des gains pour toute l'Afrique. Mais il faut aller lire de façon spécifique par État ce que ça donne en termes de gains. Tout le monde ne sera pas gagnant au départ. Oui. Donc il faut qu'il y ait une lecture beaucoup plus approfondie de cette question de gain et de sa répartition, parce qu'on est dans une course où nous n'avons pas les mêmes conditions pour courir. Les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ceci étant dit, je voulais dire que même à notre niveau en Afrique, il y a des grands pays et des petits pays. C'est vrai que dans les négociations, on avait adopté ce qu'on appelle les principes directeurs de négociation, qui parle de la flexibilité, comme l'a demandé le SG de la Chambre de commerce, qui parle de géométrie variable, qui parle d'un certain nombre de principes et de traitements spéciaux et différenciés. Au fond, ce que je voulais aboutir, c'est pour dire que ceux qui sont gagnants dès le départ, en tant que grand pays en Afrique, doivent penser aux pays les plus vulnérables, dont leur économie est à précarité. Donc, il s'agit de voir en Afrique, entre nous, comment on le demande dans le cadre des négociations internationales ailleurs, que lorsqu'on, par exemple, le problème a été posé dans le cadre des négociations de l'APE, que les pays africains ont dit non, nous sommes d'accord de négocier avec vous, mais il y a quelque chose pour nous permettre d'être avec vous. Il faut prévoir un programme et c'est qu'on a prévu un programme. Donc ici aussi, il faut que les pays, les grands pays africains, réellement se rendent compte que reconnaissent qu'ils doivent faire quelque chose, un geste, des gestes aux petits pays et aux pays à économie précaire. Ok, c'est tout ça qui est dans les négociations que vous tenez. Tout ça, ça fait partie. Et comme il faut aller plus loin, on ne peut pas faire de l'intégration sans les infrastructures liées au commerce. C'est un grand programme que l'Union africaine a et qui se base déjà sur ce que je disais au début. L'OIA avait posé les routes par exemple la route transsaharienne. Oui. Donc il faut qu'il y ait des autoroutes du commerce en Afrique. Il faut qu'il y ait des chemins de fer et il faut que, en termes de desserte de transport aérien, il faut que l'Afrique s'affirme. On n'a pas besoin d'aller d'un pays africain à un autre, il faut passer par l'Europe pour aller région. Non, il faut qu'on fasse l'effort d'ouvrir notre ciel à nos propres avions. Ce ne sont pas des avions venus d'ailleurs, c'est nos propres avions. Il faut qu'on faciliter le mouvement d'abord, premièrement, comme il l'a demandé, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, et plus tard le mouvement des personnes. Parce que dans la phase actuelle des négociations, nous avons deux thèmes et deux questions clés, le commerce des marchandises et le commerce des services. Okay. Les autres aspects, comme par exemple le mouvement des personnes et d'autres questions comme la politique de la concurrence, la propriété intellectuelle, sera encore visitée dans le cadre d'une deuxième phase de négociation. Voilà, les négociations vont se poursuivre. Mais en attendant, est-ce que le secteur privé et la société civile, vous êtes réellement impliqués dans ces négociations? Ça, c'est ça la grande question. Et notre grande appréhension, c'est même celle-là. Parce que ce qu'il faut dire, le secteur privé, non pas parce qu'il est frileux, non parce qu'il veut s'impliquer harmonieusement dans ce processus-là. Comme le secteur privé l'a fait au sein de l'UEMOA,
Et pour vous dire que la plupart des mesures ont été prises au Niger et le secteur privé s'y est complètement adhéré. Mais le préalable est qu'il soit informé, sensibilisé et impliqué dans la mise en œuvre de ce processus. Il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être un attelage qui ne tient pas la route. Et c'est ça la crainte de nos opérateurs économiques. Oui, aujourd'hui, sans vous couper, aujourd'hui le président de la République qui est mandaté pour mener les négociations jusqu'à la fin de cette année, il a invité tous les représentants des autres pays à Niamey pour poursuivre les négociations. Mais est-ce que vous, en tant qu'acteur du secteur privé, vous êtes impliqué dans ces négociations? Tout à fait. Pour un début, le processus est enclenché et le secteur privé est bien intégré à travers ses représentants. Mais au-delà des représentants du secteur privé, ce qu'il faut aller sur le terrain. Vous savez, la particularité de notre pays, on a quand même un secteur privé essentiellement non alphabétisé. Ça, il faut en tenir compte aussi des méthodes d'information, de sensibilisation, et pour que cette sensibilisation puisse accéder au plus large public. Ça, c'est extrêmement important. Déjà, la première approche qui est abordée à travers les groupes thématiques, nous, on les salue, mais il faudrait qu'on aille plus loin avant qu'on mette en œuvre tout ce processus-là. Et c'est généralement les inquiétudes du secteur privé, parce que tout à l'heure, je vous parlais du défi de la compétitivité. La compétitivité, c'est un aspect extrêmement important et global qui fait que dans une zone de libre-échange, si vous n'êtes pas compétitif, en fait, vous devenez qu'un consommateur. Mais notre pays a besoin d'être présent sur ce marché, de commercer, d'échanger avec les autres. D'égal, tout à fait. Mais faudrait-il créer les conditions nécessaires, les réformes nécessaires pour préparer notre secteur privé. Ok. Maman Nouri, est-ce que réellement le consommateur nigérien, je peux dire la société civile, est impliquée dans ces négociations qui ont cours à Niamey? Bon, impliqué totalement non. Le schéma du type de négociation qu'ils ont pris, c'est presque le schéma de l'OMC. Le schéma de l'OMC, c'est les États qui négocient. Et les États, dans la délégation, il n'y a pas, malheureusement, et le secteur privé et la société civile. Or, je crois que c'était ça peut-être, si je peux dire, si c'est une erreur. Et je crois que l'Afrique, de façon globale, à travers les régions, a eu beaucoup d'expérience, que ce soit dans les négociations OMC, que ce soit dans les négociations APE. Et c'est surtout au niveau des négociations APE que le secteur privé et la société civile ont été impliqués totalement. Mais il y a quand même, il y a des comités nationaux dans lesquels, en tout cas, les acteurs siègent. Les acteurs siègent pour donner leur avis. Et qui sont pris en compte certainement par le négociateur national. Qui ne sont pas forcément, puisqu'il s'agit des négociations. C'est des négociations qui se font entre les États. Peut-être à la limite, maintenant c'est le cadre qui est négocié. Maintenant, en tout cas, probablement il y a l'offre de chaque pays. Que peut-être à ce niveau, peut-être c'est le secteur privé qui est concerné. Mais il y a aussi d'autres facteurs tels que la question des droits de l'homme dans les questions de commerce mondial, dans les questions de commerce intra-régional, qui ne sont pas du tout pris en compte, puisque c'est un aspect fondamental. Parce que quelque part, on oublie quand on fait le commerce, il y a la question des consommateurs, des usagers des services et des produits de consommation. Qui ont des droits. Qui ont des droits. Et je crois que dans ce processus, cet aspect-là semble être occulté, même s'il n'est pas totalement pris en compte, mais quand même, on sent que, en tout cas dans le système de négociation qui est fait actuellement, en tout cas, il n'y en a pas. Oui, maintenant, ce qui est encore un peu... moi, je l'ai demandé, mais j'ai dit, même pour l'invitation à l'ouverture, on n'est pas... Vous y serez. Le temps de passer la parole à M. Giroud de la CEA qui veut rebondir par rapport à cette question de l'implication du secteur privé et de la société civile, n'est-ce pas? Alors, pas exactement. Donc, je voudrais faire écho aux propos qu'on a entendus sur le plateau, notamment de M. Karidjo et de M. Seybaïzi, et dans une certaine mesure aux propos de M. Nouri. Concernant les bénéfices et les défis, on a parlé donc des pertes de recettes douanières.
C'est une crainte légitime. Je peux l'entendre parce que dans beaucoup de nos pays africains, les recettes douanières représentent une part importante du budget national. Mais il faut néanmoins préciser que les échanges intra-africains sont faibles. Ils représentent aujourd'hui entre 12 et 15% du commerce extérieur de nos pays. Et à cet égard, les pertes de recettes qui pourraient être engendrées par le démantèlement tarifaire seront faibles également. Donc c'est un problème on peut que l'on minimiser un peu. C'est un problème effectivement qu'il faut nuancer. Par ailleurs, comme le disait M. Sebaïzi, à moyen terme, l'augmentation de la consommation intérieure compensera largement les pertes tarifaires. Les études sont faites? Des études ont été faites, effectivement. Ok. Par ailleurs, à plus long terme, encore une fois, l'ouverture de nos marchés attirera probablement des investisseurs. Et à cet égard, il est important de s'assurer qu'en parallèle du démantèlement tarifaire et de l'ouverture des services, il est important d'améliorer le climat des affaires dans nos pays. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, dans le cadre de la négociation des services notamment, il est important de mettre l'accent sur l'ouverture des services qui permettront d'améliorer ce climat des affaires. Je pense notamment aux services financiers, aux services relatifs aux infrastructures. Ok. Alors, sur les négociations, est-ce que les avis de ces secteurs-là qui sont représentés dans votre comité national sont réellement pris en compte? Moi, je veux parler beaucoup plus de l'implication. Ça englobe tout. Au fond, nous avons au Niger, nous avons créé un comité national qui regroupe une cinquantaine de structures, donc qui va des administrations, que ce soit l'administration, les secteurs privés, la société civile et même les syndicats. Généralement, les Maman Nourou nous ont toujours accompagnés et le secteur privé nigérien nous ont toujours accompagnés dans le cadre des négociations commerciales, que ce soit dans tous les... en tout cas, ce que nous avons fait par le passé, notamment les APE, où ils ont été quand même, il faut le dire, d'intégrants secours pour l'administration. Vraiment. Ceci étant dit, il avait souligné l'approche adoptée par l'Union africaine dans les négociations, c'est les États qui sont en avant. Qui sont en avant parce que c'est des engagements. Et l'objectif, c'est de créer le cadre que maintenant, dans ce cadre-là, le secteur privé peut s'émouvoir davantage. Et parallèlement aux négociations de la zone de libre-échange que l'Union africaine a enclenchée, il y a aussi la plateforme économique africaine qui a été créée, dont la première édition a eu lieu en mars passé à Maurice. C'est le cadre propice pour le secteur privé pour parler vraiment des difficultés et des préoccupations du secteur privé africain et faire un document de plaidoyer qu'ils vont adresser à la plus haute instance de l'Union africaine. Donc pour revenir à nous, c'est comme ça que nous... Et dans le comité national, nous avons aussi divisé ça en 7 groupes. C'est-à-dire pour tenir compte des thèmes réellement. Et chaque thème a été attribué à un ministère, puisque dans les attributions de ce ministère, c'est le ministère qui gère cette question. Donc c'est ça. Et dans chaque groupe, vous avez, comme l'a dit le SG de la Chambre de commerce, vous avez des représentants du secteur privé et des représentants de la société civile. Mais ce qu'on va faire, peut-être on ira beaucoup plus loin pour que, à l'avenir, même si il faudrait faire entorse, même des choses, pour qu'il puisse faire partie même de la délégation pour aller... voilà, c'est le souci de Maman Nouri. Je pense que c'est le souci et ce souci-là, il le sait. On l'avait échangé avec le président de la Chambre lors de la visite de l'ancien commissaire. On avait dit que le ministère du Commerce a intégré ça dans sa démarche. D'accord, merci le ministère. Monsieur Sebaïzi de l'Union africaine, vous avez certainement d'autres réactions, mais je voudrais surtout vous demander quelle est la contribution des instances régionales, genre CEDEAO, UEMOA, dans ces négociations. J'ai entendu votre question, je vais la répondre, et puis j'ai aussi une clarification à faire à propos de l'implication des acteurs. Allez-y, c'est très important aussi. Bien sûr, il faut attendre que les gouvernements, les chefs
des temps. Ils représentent leur pays et ils représentent aussi les intérêts du peuple. Donc, normalement, les négociations sont menées par les États membres. Mais c'est sous-entendu que les États membres représentent les intérêts nationaux. Et les intérêts nationaux sont basés par les intérêts du peuple. Parce que l'objectif global du gouvernement, c'est d'assurer le bien-être de la population, c'est protéger les intérêts de son peuple, c'est la distribution des revenus. Donc, c'est sous-entendu que tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour les intérêts du peuple. Il a parlé des structures nationales de négociation. Quand on fait les négociations, on met en place les structures nationales. Donc, ce sont à travers de ces structures nationales que les acteurs doivent trouver leur place. Parce que normalement, avant de formuler une position d'un pays, on doit se rassurer que les positions des différents acteurs sont déjà inclus. Donc c'est là où j'allais faire des petites clarifications. Et puis il y a aussi des plateformes qui sont au niveau continental, là où la société civile, le secteur privé peut aussi avancer les idées, comme il a parlé de la plateforme continentale économique africaine. Nous organisons la semaine d'e-commerce chaque 2 ans, je pense chaque 2 ans. Nous avons ce que nous appelons la semaine africaine du commerce. Là-bas, nous invitons tout le monde, y compris les acteurs du secteur privé, de la société civile, donc pour recueillir les idées. Donc, il y a les différentes instances où on peut articuler vos intérêts. Alors, revenant à votre question du rôle des communautés économiques régionales, je peux diviser leur rôle en 3 parties. Les communautés économiques régionales sont déjà instituées au niveau des régions, donc c'est-à-dire qu'ils sont aussi en contact avec les États membres, leurs États membres. Donc, ils peuvent jouer le rôle de renforcement des capacités de ces États membres à bien mener les négociations. Donc, ils peuvent organiser des formations, tout ça. Ils peuvent également jouer le rôle de coordination des positions nationales. Au lieu d'avoir les 15 pays de la CEDEAO venir au niveau de l'Union africaine par là de 15 différentes voix. En rang dispersé, comme on dit. Voilà. Donc, la CEDEAO doit réunir ses membres au niveau de la région, de la sous-région, et puis s'accorder à une seule position. Une fois qu'ils sont là-bas pour les négociations, ils vont parler de la même voix. Ça, c'est très important. C'est la coordination de leur position. Et puis, le troisième rôle, c'est le rôle de sensibilisation, qui n'est pas le rôle même des CR seulement, mais qui est le rôle de tout négociateur. Donc, les CR, les communautés économiques régionales, doivent aussi jouer le rôle de sensibilisation. Ils peuvent sensibiliser les États membres, ils peuvent sensibiliser les acteurs du secteur privé, de la société civile, et tout le monde qui a intérêt. Donc c'est ça que j'allais articuler à ce qui concerne le rôle des CER. Monsieur Giroux, est-ce que les CER qui sont les plus avancés, les mieux outillés, est-ce qu'on peut les prendre en exemple aussi? Alors, il faut comprendre que les zones de libre-échange régionales sont l'un des blocs sur lesquels la zone de libre-échange continentale devrait être créée. Les communautés économiques régionales, au sein desquelles certaines sont au stade de la zone de libre-échange, c'est que par exemple le cas de la SADC ou du COMESA, sont plus avancées que d'autres, comme la SENSAD par exemple, ou l'IGAD, qui n'ont pas mis en place de programme d'intégration économique à ce stade. Néanmoins, la CEDEAO ou la communauté est-africaine sont à un stade beaucoup plus avancé. Et pour ces communautés économiques régionales qui sont déjà au stade de l'union douanière, il est véritablement important de coordonner leurs positions pour ne pas dénaturer le tarif extérieur commun qui leur sont applicables à tous dans le cadre des négociations. Il est prévu par les négociateurs que certains produits sensibles pourraient être exclus du cadre des négociations. Les modalités d'exclusion sont encore à définir. Mais pour les unions douanières, il est véritablement important de s'assurer que ces produits qui seront exclus, et donc pour lesquels un tarif douanier sera toujours applicable, ne soient pas disharmonieux par rapport aux autres pays de la région. Ce qui est un petit peu moins
importants pour les zones de libre-échange dans lesquelles il n'y a pas de coordination au niveau du tarif douanier. D'accord. Je reviens à vous, M. Sebaizi. Oui, M. Karijo, juste un instant pour parler du rôle du président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui est désigné par ses pairs pour conduire ces négociations. Est-ce qu'au rythme où vont les choses actuellement, est-ce qu'il peut réussir à déposer l'accord d'ici janvier 2018? La réponse est simple, c'est oui, parce que d'abord, il y a l'engagement et la volonté politique de haut niveau. Le chef d'État du Niger a été désigné pour piloter le processus de négociation et lui-même, il est convaincu, et nous l'avons vu ici, quand nous sommes arrivés, nous avons vu que cet engagement politique de haut niveau est déjà transmis. Ça s'est répercuté au niveau du gouvernement. Un peu partout au niveau du gouvernement. Donc, pour nous, nous sommes vraiment optimistes et nous sommes aussi très heureux parce que ce n'est pas maintenant la tâche de la Commission, mais c'est la tâche des États membres parce que le processus est mené par les États membres. Donc, je peux dire vraiment que c'est une valeur ajoutée à la réussite de ce processus. Étant donné que les États membres eux-mêmes ont pris en charge le processus. Ok. Monsieur Karijo, vous avez une réaction avant de parler de la place de l'Afrique dans le monde? Oui, non, au fond, je vais réagir sur ça. Et, au fond, pour ajouter à ce qu'a dit M. Prudence concernant le rôle du chef de l'État, au fond, il suit quotidiennement l'état d'avancement de nos travaux lors de la semaine passée. Quotidiennement, il suit. C'est pour montrer au fond à l'importance que lui-même accorde au dossier. C'est quelque chose qu'il est convaincu de la portée en termes de bénéfices pour toute l'Afrique, parce qu'il réfléchit, selon ce que j'ai constaté lors de l'audience, son apport c'était le bénéfice d'abord pour l'Afrique. Il ne met pas seulement son pays en avant, non, c'est le bénéfice pour toute l'Afrique. Donc il a conscience que ça apporte et il a conscience que la place de l'Afrique dans le concert des nations, comme on le dit, ne peut se faire davantage que par la création de cette zone de libre-échange continentale. Okay. Et il est l'avocat de cette question dans toutes les instances internationales. Donc, sur ce plan, on n'a pas de doute de la réussite. Mais pour revenir un peu sur la question que vous avez posée à mes deux collègues, je voulais dire qu'au fond, dans les 12 principes directeurs de négociation qui ont été définis, la préservation des acquis au niveau de l'intégration des CER vient en 3e position. C'est pour dire que dans ce processus engagé, la place des CER a été reconnue comme étant une place noble, capitale et voire même le pilier de la construction de la zone de libre-échange continentale. Merci. Ok. Alors, un dernier aspect qu'on va évoquer, c'est la place de l'Afrique dans le monde. Mais avant tout, la différence entre la ZLEC et les zones de libre-échange qu'on a constatées par le passé, en tout cas qui n'ont pas eu bonne presse. Est-ce que la ZLEC est différente de tout ce qu'on a vu par le passé? Oui. Ce sont les questions un peu difficiles, mais qu'on va essayer de répondre. D'abord, la place de l'Afrique dans le monde, et puis je vais revenir à la deuxième question, qui concerne la différence entre la ZLEC et les autres zones de libre-échange qu'on a dans le monde. Je pense que la place de l'Afrique dans le monde, depuis les années, n'a pas été satisfaisante. Parce que l'Afrique se voit par le reste du monde comme intérêt, là où on joue leur politique. On ne prend pas l'Afrique comme un acteur politique. On le voit pourtant comme intérêt. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde a ses intérêts en Afrique. Oui. Vous voyez, la Chine vient, les États-Unis viennent, l'Union européenne vient. Donc, c'est-à-dire qu'on voit l'Afrique comme intérêt. Et chacun a son sommet avec l'Afrique. Voilà. Ça, c'est très dangereux. Je n'ai jamais vu l'Afrique jouer sa politique en Chine, jouer sa politique aux États-Unis, en Europe. Oui. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes là pour recevoir. Alors, il faut changer ça. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Donc, il faut nous unir d'abord. Deuxièmement, sur le côté statistique,
le commerce de l'Afrique intra-africain, c'est très bas comparativement aux autres commerces, aux statistiques des autres continents. Aujourd'hui, on est peut-être en 17% dans le commerce intra-africain, alors qu'en Europe, on est plus de 60%, en Amérique, on est plus de 40%, en Asie, on est plus de 50%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. Qu'on se remette à commercer entre nous d'abord. Voilà, notre place vraiment n'est pas la meilleure, donc il faut améliorer. Il y a les mesures qu'on doit prendre pour améliorer. Je pense que mes collègues vont complémenter. Mais je vais aussi dire de la différence que la zone de libre-échange continentale a à propos des autres zones de libre-échange. Je dis que la zone de libre-échange continentale est négociée dans un cadre institutionnel qui est déjà établi. Nous avons une entité politique intergouvernementale qu'est l'Union africaine, qui date de 1963. Donc ça, c'est grand chose. Pour les autres communautés économiques que vous voyez, ils ont commencé à zéro, donc à créer une zone de libre-échange et puis un marché commun, tout ça, mais il n'y avait pas de cadre institutionnel politique. Donc pour nous, je dirais qu'on a déjà construit une maison, dont nous sommes en train de la nettoyer, parce que la maison existe. Donc c'est ça la seule différence, en un mot. Ok. Monsieur Giroux, vous voulez réagir par rapport à la différence entre la ZLEC et les autres zones de libre-échange qu'on a vues par le passé et qui n'ont pas eu bonne presse, surtout il faut le préciser. Alors, donc vous disiez que les accords de libre-échange ont ces dernières années eu mauvaise presse. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces accords ont eu mauvaise presse? Je pense qu'il y a 3 raisons particulières à ça. La première, c'est d'abord donc les risques liés à l'ouverture des marchés. Messieurs Moussa et Monsieur Nouri en ont très bien parlé. J'ai déjà aussi parlé donc des éventuelles réponses qu'on peut faire à ça, notamment grâce aux exclusions de certaines lignes tarifaires qui pourraient être protégées dans le cadre de la libéralisation. D'autre part, l'une des raisons pour lesquelles les accords, notamment entre l'Union européenne et le Canada, ou l'Union européenne et les États-Unis, ont été très décriés en Europe notamment, c'est à cause du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui permettrait donc à un investisseur puissant d'attaquer directement un État lorsque celui-ci met en place des réglementations ou des lois qui pourraient être préjudiciables à leurs affaires au sein du pays. Ce type de mécanisme de règlement des différends n'existe pour l'instant pas au sein de la zone de libre-échange continentale. D'abord parce que les investissements sont une question qui seront débattues à une phase ultérieure des négociations. Enfin, le troisième élément que je voudrais souligner, c'est toujours dans le cadre des négociations entre l'Union européenne et le Canada, on a entendu parler d'une possibilité de nivellement par le bas des réglementations, notamment sanitaires. Encore une fois, dans le cadre des négociations de la ZLEC, il n'y a pas de mécanisme prévoyant une coopération en matière de réglementation sanitaire ou technique. Et à cet égard, les États disposent de l'entière capacité à mettre en place les réglementations ou les législations qui sont les plus appropriées pour défendre ses consommateurs ou son environnement. Ok. Alors, Monsieur Daouda Moussa, qui représente le secteur privé, êtes-vous rassuré après tout ce qu'on vient d'entendre par rapport à la ZLEC qui saurait mieux vous défendre que toute autre zone de libre-échange? Disons que je suis mieux édifié. Et ce qu'il faut dire, la zone de libre-échange continentale, si elle doit réussir avec le secteur privé. Et si elle échoue, c'est avec le secteur privé. Donc nous avons tout intérêt à ce qu'on soit mieux impliqués et le contexte international, le contexte économique international et les intérêts des différents pays nous l'imposent. Tout à l'heure, monsieur Prudence parlait tantôt du niveau des échanges commerciaux intra-africains, qui est de l'ordre de 10%, alors que dans des zones comme l'Europe, l'Amérique et l'Asie, respectivement de 70, 52 et 50%. Et l'Afrique aujourd'hui ne représente que 2% du commerce international. Est-ce qu'avec cette situation, il faut continuer à avoir de la frilosité? Non. Moi, je crois que, comme disait
un penseur politique sénégalais, le train, il faut le prendre sous peine d'être laissé en quai. Mais encore faudrait-il qu'on crée les conditions nécessaires à ce que tout le monde trouve son compte. Disons, comme dirait l'autre, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ok. Alors, M. Momanouri, vous l'avez entendu tout à l'heure, jusqu'ici, l'Afrique était considérée comme un terrain où chacun venait chercher à apporter en tout cas ce que nous allons consommer. Nous, on est toujours consommateurs. Et cette fois-ci, avec la ZLEG, probablement, on sera un acteur commercial du monde qui va négocier d'égal à égal avec les autres zones. Est-ce que vous, en tant que représentant des consommateurs, ça vous rassure cela? Plus ou moins. Je crois que c'est vrai, la zone de libre-échange, c'est des produits d'origine. Mais il ne faut pas que ça serve d'occasion, en tout cas du commerce des produits des autres. C'est surtout ça qu'il faut éviter et c'est surtout... Soyez plus explicite. En fait, quand on parle de zone de libre-échange continentale, les produits d'origine, c'est les produits des pays membres de l'Afrique. Oui. Et il ne faut pas que ça serve d'occasion de délocalisation des entreprises à travers le monde qui viennent s'installer. Et à travers la délocalisation, on importe d'autres produits sous le label des entreprises et qu'on commerce en Afrique. Cela existe. Rien qu'en zone CEDEAO, on vit ce phénomène-là. Donc là, c'est au niveau de l'Union africaine et dans le processus de négociation de prendre toutes les dispositions idoines pour que réellement ce commerce intra-régional bénéficie à l'Afrique, aux Africains et aux consommateurs africains. D'abord, puisqu'il s'agit des produits d'origine. Ça, c'est notre petite crainte. C'est une petite crainte. Il y en a déjà des zones de libre-échange. Zone CEDEAO, on peut supposer que nous sommes déjà une zone de libre-échange. C'est une zone économique. Là, une autre zone de libre-échange beaucoup plus globale, elle vient se greffer. C'est une question. Mais c'est une crainte. Alors, c'est quoi ce chevauchement-là? Puisque dans les négociations, c'est vrai, il y a la coordination de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, pour que, en tout cas, les offres au moins coïncident exactement avec les autres offres au niveau régional et surtout avec les autres offres au niveau international. Donc, il y a cette crainte de chevauchement. Ça, je crois que M. Sebaizi a répondu à cela au début. Ensuite, une autre préoccupation, c'est les questions des mesures sanitaires et phytosanitaires, les mesures SPS. C'est vrai, au niveau de l'Union africaine, ils ont un mécanisme sur ça. Mais cela ne peut pas exempter l'Union africaine d'accompagner les États, notamment dans le renforcement des capacités des États. Surtout les États qui n'ont pas de dispositifs jusqu'à présent intéressants pour que, en tout cas, ces mesures sanitaires et phytosanitaires soient mieux prises en compte dans le cadre de l'ouverture des marchés, notamment dans les questions. Ok, merci M. Momanouri. M. Sebaizi, je crois que vous avez évoqué l'un des aspects où il parle de chevauchement au départ, que les instances régionales qui sont les mieux loties seront conservées, je crois, comme vous l'avez dit. Si vous pouvez lui répéter un peu de manière succincte quand même, puisque le temps est largement épuisé. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour un peu atténuer les craintes de M. Nouri? Donc, la question de chevauchement au niveau des communautés économiques régionales sera résolue par la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Donc, ce qu'on va voir, c'est que nous sommes en train de mettre en place une politique du commerce au niveau du continent. Mais cela n'empêche qu'il y a les programmes qui sont déjà au niveau des communautés qui vont rester à être opérationnels. Et comme mon collègue a dit, les communautés économiques régionales seront les piliers, donc sont les piliers de la zone de libre-échange continentale. C'est ça le principe. Donc nous allons bâtir de ce que les CR ont déjà bâti et puis construire une grande maison. Voilà. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Oui. Vous avez autre chose à ajouter? Parce que le temps qui nous est imparti est épuisé et on finira avec M. Karijo, bien sûr.
Ok, il a bien dit que l'inquiétude est qu'on sera sûr qu'on commercialise les produits d'origine de l'Afrique. Oui, ça c'est vrai. Je voudrais juste lui assurer que l'un des éléments très importants de l'accord mettant en place la zone de libre-échange continentale, c'est la mise en place des règles d'origine qui sont vraiment bien construites, de sorte qu'on va protéger le marché africain contre les produits de l'extérieur, mais plutôt encourager la commercialisation des produits qui sont produits au niveau du continent, et puis la promotion, oui, des chaînes de valeur, donc qui vont nous mener à l'industrialisation. Et puis, deuxièmement, ce qui est très important encore dans l'accord, c'est la facilitation des échanges. Donc, il faut nous rassurer que le mouvement des produits qui sont produits au niveau du continent soit facilité pour que il est bien sûr, il vous sera facile de commercialiser entre les pays africains que d'importer de l'extérieur. Voilà, merci M. Sebaizi. Karijo, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir malgré tout ce qu'on s'est dit? Il y a encore des craintes qui persistent. Comment rassurer tout le monde? Merci. Je voulais dire réellement, les préoccupations et les inquiétudes sont bien réelles. Mais elles ne sont pas dues exclusivement à la libéralisation qui viendra des négociations qui sont en cours. Parce que deux fois, les gens ont aussi en arrière nos capacités d'offres commerciales. Lorsque les capacités d'offres commerciales sont inexistantes, voire sont limitées, ça donne plus d'inquiétude, plus de préoccupations aux uns. Au fond, je voulais dire que pour ça, les solutions doivent venir de nous. Il nous revient de travailler sur les potentialités que nous avons, surtout en transformant ce que nous disons comme nous avons comme avantage comparatif en avantage compétitif. C'est-à-dire les produits sur lesquels, ou les filières sur lesquels nous, lorsque vous voyez les politiques, les différentes politiques de développement du Niger, vous savez sur quoi elles s'appuient. Il faut qu'on travaille sur ça. Que ça soit réellement des véritables politiques sectorielles qui vont ensuite en travaillant sur ces maillons, notamment pour nous dans le domaine du bétail, de la viande, notamment dans le domaine de l'oignon, dans d'autres potentialités qui sont demandées et que nous avons la capacité de produire, mais vraiment que non. Et enfin, je voulais dire aussi que dans les négociations en cours, il est prévu effectivement un désarmement tarifaire à un niveau, mais aussi ça sera limité par ce que nous considérons comme étant des produits sensibles, que nous allons, dans l'accord, dans le futur accord, il y aura une clause de rendez-vous pour dire que pour le moment, on ne touchera pas à ça jusqu'à un certain temps. Et aussi, il y a des produits d'exclusion. Okay. Oui. Des produits sur lesquels on ne va pas faire d'ouverture. L'accord ne s'appliquera pas. En tout cas. Voilà, merci M. Karijo, merci à tous d'être venus. On n'a qu'une heure de débat et il faut retenir globalement que cette zone de libre-échange sera bénéfique pour tout le continent, pour tous les pays membres, pour toutes les populations, mais à chaque pays aussi de devenir compétitif pour tirer son épingle du jeu. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.